Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série GraphQL et on va parler d'exécution de requêtes et de data loader, un sujet relativement intéressant et complexe parce que comme vous pouvez constituer votre requête comme vous le voulez, il est important d'avoir un chargement des éléments de la réponse qui vont s'exécuter en parallèle et qui vont se charger le plus rapidement possible. Allez, on y va. Ok, donc on continue comme les fois précédentes, et d'ailleurs si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à regarder la playlist GraphQL depuis le début. Donc on va continuer sur le code et on va parler des queries et des data loaders. On va commencer par faire tourner l'application. Donc je relance le projet et on va faire une requête dans Banana. Hop. Je vais mettre en plein écran. Et je vais faire cette requête. Donc cette requête, c'est quoi? C'est récupérer en fait les speakers 3 fois en parallèle et je vais pouvoir donner des noms de propriétés dans mon résultat. Et si j'exécute cette requête, et ben on voit que j'ai eu des exceptions. Alors j'ai eu 2 exceptions apparemment sur le A et le B et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors ce qu'on nous dit c'est que on essaye de faire une exécution sur le DB contexte en parallèle et malheureusement c'est pas supporté, donc ce qu'on va faire c'est modifier le code et utiliser une fonctionnalité qui existe avec Entity Framework, c'est d'avoir un DB contexte qui est dans un pool et du coup on va prendre des DB contexte de ce pool et donc pour ça il suffit de remplacer la façon de récupérer le DB contexte par un add service pool. Hop, alors on va éteindre. On va aller dans le startup. Et là où je fais mon enregistrement de service, je vais plus faire un add DB context, mais je vais bien faire un add pooled DB context factory. Et là, il va aller chercher le DB context depuis le pool de DB context. Ce qu'on nous dit, c'est que par défaut, il y a 128 DB context dans le pool. On va créer un nouveau répertoire qui s'appelle extension. Tac. Et on va créer une extension. Donc j'ai créé une fonction useDBContext qui prend un DBContext, un type DBContext, et ça va aller chercher le service qui est enregistré dans votre IOC pour récupérer le DBContext en question. Le useDBContext, c'est un nouveau middleware qui permet de maintenir les scopes, de définir des scopes pour les champs. Et en fait, on va créer une autre extension, un attribut cette fois d'ailleurs. Un attribut qu'on va pouvoir rajouter sur nos objets qui sont dans data. Et on va modifier notre query pour utiliser ce nouvel attribut qui fait un useDBContext. Si je retourne dans query ici, par contre, cette fois-ci, il faut que ça soit asynchrone et que ça soit plus un i énumérable, mais une liste de speakers. Speaker.toList async. Alors, il doit manquer Entity Framework. On ouvre Entity Framework pour avoir la méthode en asynchrone, la méthode d'extension, voilà, sur la collection. On n'oublie pas de changer le scoped. Et qu'est-ce qui manque encore? Il doit y avoir un using, voilà, task et collection. Voilà, le code est bon. Donc, on a rajouté notre attribut useApplicationDBContext qui fait référence à cet attribut qu'on a rajouté et qui va configurer
notre champ comme voulant utiliser un DB context, et ça fait référence à useDBContext ici qui va aller chercher le DB context à partir du pool. Ok, au niveau de la mutation, on va faire la même chose. On va rajouter l'attribut. Hop, ici on est déjà en asynchrone. On n'oublie pas de changer service en scope. Et ça devrait suffire. Voilà. Et on peut relancer notre projet. Hop, si je relance, on va tout simplement réexécuter la même requête. Et cette fois-ci, j'ai bien récupéré 3 fois la collection. Ça a marché correctement. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on peut définir des scopes pour une requête. Et donc chaque requête va avoir son propre DB contexte et va pouvoir s'exécuter en parallèle sans problème. Déjà, c'est un truc très intéressant, c'est que là, on peut vraiment exécuter des requêtes. Ici, c'est la même requête, mais même des requêtes différentes, on va les exécuter en parallèle. On va continuer à étendre le modèle de data. Donc je vais aller dans data, on va créer un nouveau fichier attended. Hop, .cs évidemment. Et on va mettre tout ça là-dedans. Ok. On va créer un session.cs. On va créer un track. Voilà, alors on va regarder vite fait les erreurs. Il doit manquer des collections, c'est normal du coup. Hop. Ça, c'est les modèles qui permettent de relier les tables entre elles. Pareil ici. Et la console. Et on va modifier speaker. Et speaker, on va lui rajouter une collection de sessions. Donc mon speaker, hop, on n'oublie pas d'ouvrir système collection générique. Mon speaker, il a une liste de sessions qu'on retrouve dans session speakers. Le nom est pas top, mais ça n'a pas d'importance. Et donc on a bien cette classe. Le DB context, on va le modifier évidemment pour ajouter. Il est dans data. Hop. Ici on n'avait que speaker. Déjà on va créer la fonction de création du modèle. Quand on va créer le modèle, on va définir les relations entre les entités. Et puis on va rajouter les DB7 qui manquaient, donc session, track et attended. Hop, et on a bien nos 4 DB7. Ok, est-ce que ça compile correctement? Je pense que oui. Parfait, on va faire la migration puisqu'on a rajouté des tables. On nomme la migration add refactoring et on va updater la base de données en conséquence. Voilà, la base de données a été mise à jour. Je peux lancer mon projet. Et on me dit, si je regarde le schéma, alors on va bien s'assurer d'avoir rechargé. On devrait voir dans Speaker, session Speaker qui est apparu. Et qui fait référence du coup à session et qui lui-même fait référence à track
qui refait référence à session, etc. Donc le schéma a bien été mis à jour. D'ailleurs, on voit que dans notre schéma, il y a bien des champs requis et des champs optionnels. Et on va continuer, on va enfin s'intéresser au data loader et on va commencer par créer un répertoire data loader. Hop. Et dans ce répertoire, on crée un nouveau fichier. Hop. Et ce fichier, c'est notre data loader. Je vais couper le serveur. Donc notre data loader, sa responsabilité, ça va être de charger les données. Et ici, c'est de charger les données de speaker par ID. Pour utiliser ce loader, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'enregistrer. On va enregistrer le loader dans le startup au moment de la configuration GraphQL. Et du coup, on va simplement rajouter ici comme indication add data loader, le type en question. Hop. On n'oublie pas de faire le using, il a bien trouvé. Notre data loader est prêt à être utilisé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'utiliser, et pour ça, on va aller dans Query. On va créer une nouvelle requête dans Query. Cette requête, ça va être de retrouver un speaker par son ID. Donc évidemment, on prend en entrée l'ID, et après, on a des dépendances. On a notre data loader comme dépendance, un token de cancellation, parce qu'on est en asynchrone, il faut pouvoir stopper l'exécution de la requête, et puis finalement, l'exécution, c'est appeler le data loader et charger les données. On n'oublie pas de faire les using. Hop, task. Voilà, notre classe est prête. On peut relancer le projet. On retourne ici, on voit qu'il y a une nouvelle query, et si on essaye d'exécuter la query, par exemple, alors peut-être qu'ils ont mis un exemple de query, voilà, on va aller ici, cette fois-ci, je précise en entrée la valeur d'un ID, ici c'est 2 fois le même, et je vais récupérer A avec le nom et B avec le nom. J'ai qu'un seul speaker, donc j'ai bien 2 fois le même. Et si je mets un ID qui n'existe pas, ah si le 2 existe, pardon, j'ai bien requêté 2 speakers en même temps, en parallèle, et vous voyez que ça s'exécute relativement vite, évidemment la collection étant toute petite. Alors, on a vu que notre schéma, il est configuré automatiquement à partir du code, mais vous pouvez aussi le configurer manuellement avec des API Fluent de configuration, et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'abord, on va aller dans notre dossier data loader et on va rajouter un nouveau fichier. On va rajouter un nouveau loader, mais cette fois-ci pour les sessions. Donc, je vais aller copier tout ce code. Alors, ici, à peu près le même code. J'ai bien créé un loader pour les sessions. Ça va s'exécuter sur un DB contexte. Là, je vais requêter plusieurs sessions d'un coup. Je vais avoir une liste, une collection d'ID en entrée, et je vais vérifier, je vais récupérer toutes les sessions qui sont dans les sessions, les ID demandés. Et on va d'ailleurs en faire un dictionnaire. Donc j'aurai l'ID, la session. On va enregistrer ce nouveau data loader comme on l'a fait précédemment. Hop, je retourne dans le startup, je rajoute mon data loader. Et on va créer un nouveau répertoire qu'on va appeler type et une nouvelle classe speaker type. L'idée, c'est d'avoir des types spécifiques pour le GraphQL, parce que j'ai pas forcément, et c'est plutôt une mauvaise chose de faire ça, je veux pas exposer exactement les données de la base de données. Je peux avoir un schéma différent en base de stockage,
et un schéma pour l'API web pour mes clients finaux. Hop, donc je définis un type speaker-type. Ici, ça fait référence vraiment à des types. On définit le schéma GraphQL et on va le configurer. Et donc, on dit, j'ai un champ qui s'appelle session speaker. Ce champ, il est résolu grâce à ce résolveur. Et le résolveur est juste en dessous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui aussi aller utiliser le dbContext et notre loader, exécuter la requête qui est ici, charger les données et renvoyer ces données. Donc le résolveur est là pour récupérer les données d'un champ grâce à un data loader et lui-même grâce à un dbContext. Et on n'oublie pas évidemment de donner un nom à ce champ. Très bien, on va rajouter ce type, il faut aussi l'enregistrer. Tac. On va faire un open. Voilà. Et on devrait avoir un nouveau type speaker qui devrait avoir cette tête là, donc une collection de sessions, un ID, un nom, une bio, un website. Donc ces trois là viennent du speaker de base, et session finalement c'est lié à la collection de sessions pour un speaker. On va exécuter ça. Hop. Ça se compile bien, on rafraîchit notre schéma. Et cette fois-ci, si je fais une requête relativement simple, alors il n'y a pas de session. Pour l'instant, on voit que mes deux speakers n'ont pas de session et il va falloir rajouter des sessions. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Donc dans cette vidéo, on a vu plusieurs choses. On a vu déjà qu'on pouvait définir des scopes pour les dbContext pour pouvoir exécuter des requêtes en parallèle. Et pour ça, on a utilisé un pool de dbContext qui par défaut est configuré à 128 dbContext dans le pool. Ensuite, on a créé des data loaders qui vont utiliser ce pool et qui va charger les données depuis les dbContext. Et enfin, on a défini nos propres types et le type a un résolveur et qui s'appuie lui aussi sur un data loader. Vous voyez qu'on a pu faire une requête relativement complexe, c'est-à-dire avec une relation ou n relations. Ici, on n'a fait qu'une relation, mais vous pouvez faire évidemment plus de relations. Il suffit de définir un type et de définir les résolveurs pour chaque relation. On se retrouve très bientôt pour la 4e vidéo et je vous dis à plus tard.